On est tout feu tout flamme, prêt pour la grande aventure et on se sent pousser des ailes. Dans l'air flotte un doux parfum de rose. On veut tout partager et on se jure fidélité, fidélité, fidélité pour l'éternité. Soyez les bienvenus dans Xenius. Bonjour. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de la grande star de ce salon du mariage, ici, à Stuttgart. L'amour, toujours. En général, c'est un sentiment que nous adorons célébrer. Les grandes histoires d'amour nous font rêver et c'est véritablement l'un de nos sujets de prédilection. En littérature, en peinture, en musique, en cinéma, tout tourne autour de lui. L'amour est une source inépuisable d'inspiration. Moi, à titre personnel, je dirais plutôt que l'amour est une expérience émotionnelle très complexe. Et nous allons tenter d'en savoir plus en nous posant notamment cette question: peut-on mesurer le sentiment amoureux? Eh bien, je t'ai connue plus fleur bleue, Adriane. Mais heureusement, question romantisme, on va pouvoir se rattraper ici au salon du mariage. Je suis sûre que ces visiteurs croient dur comme fer à l'amour éternel. On va aller à leur rencontre. L'amour éternel. Voilà qui en dit long sur ta vision des choses. En tout cas, je suis sûr que tout le monde ici se rappelle très bien son tout premier baiser et le feu d'artifice qui a suivi. Que se passe-t-il au juste dans le corps quand nous tombons amoureux? En général, dès le premier coup d'œil, nous savons si quelqu'un nous plaît. Chez la plupart des gens, le coup de foudre se produit en moins d'1 minute, même si on ne le comprend pas tout de suite. Car nous sentons ce qui se passe avant que cela parvienne au cerveau. On a des palpitations dans le plexus solaire et des papillons dans le ventre. Ensuite seulement, ce que nous voyons, entendons, percevons est transmis au cerveau. Via les influx nerveux qui circulent entre la tête et le ventre, l'estomac nous chatouille de plus belle. De plus, l'organisme est inondé d'adrénaline et de cortisol. Ces deux hormones accélèrent les battements du cœur et contractent l'estomac. Les muscles reçoivent plus de sang, tout le corps est sous tension. En réalité, ce n'est rien d'autre que du stress, mais du stress positif. Dans le cerveau, les zones dédiées à la critique, au deuil et à la peur sont quasiment déconnectées. Les amoureux voient la vie en rose. Leur partenaire et tout ce qui les entoure, tout est merveilleux. Au premier baiser, des signaux partent des lèvres et rejoignent le cerveau, car les lèvres sont dotées de terminaisons nerveuses particulièrement sensibles. Le pouls et la tension augmentent brusquement, la respiration s'accélère. Les pupilles se dilatent. Le corps sécrète des endorphines. L'adrénaline et la noradrénaline déclenchent un feu d'artifice d'émotion. Dans le cerveau des amoureux, la vue et l'odeur de l'autre sont immédiatement associées au bonheur et stockées dans le centre de récompense. Tout cela active la production de dopamine. Tandis que les hormones de l'amour et du bonheur s'envolent, le taux de sérotonine tombe à son niveau le plus bas. Résultat de ce cocktail d'hormones, le partenaire devient une sorte de drogue. Manger, boire, dormir, tout cela ne compte plus guère. L'état amoureux peut durer entre 1 mois et 1 an et demi, 6 mois en moyenne. Puis, le coup de foudre se transforme en amour, ce qui s'observe également au niveau de l'organisme. Le taux de cortisol, hormone du stress, redevient normal et celui de sérotonine remonte. Si la dépendance au partenaire diminue, le système hormonal se met, lui, au diapason de la confiance, de l'amour et de la vie commune. Chez les personnes heureuses en couple, la dopamine reste au niveau du coup de foudre. Elles se sentent bien, résistent mieux au stress et sont en meilleure santé. Les processus hormonaux le prouvent, l'amour chamboule l'organisme pour notre plus grand bonheur. Voici à quoi ressemble aujourd'hui la quête de l'amour, du moins pour la nouvelle génération. Internet propose des quantités de solutions. Il n'y a plus qu'à cliquer sur qui vous voulez.
Et si les critères correspondent, c'est la rencontre, le rapprochement et peut-être aussi, espérons-le, l'amour. Oh, il est génial celui-là, je vous le conseille. Comment les gens se perçoivent-ils mutuellement? Pourquoi se trouvent-ils attirants? C'est là le sujet d'étude d'Elisabeth Obertsaurer, biologiste et comportementaliste à Vienne. Internet a complètement transformé les histoires d'amour. Par exemple, qu'en est-il de la première impression? C'est la façon de collecter des informations sur l'autre qui s'est modifiée. Nous commençons par voir une photo, nous lisons des informations écrites, nous échangeons quelques mails. Dans le cadre d'une rencontre classique, ces données apparaissent beaucoup plus tard. Imaginons que mon choix se porte sur celui-ci. Il est pas mal, je trouve. Mais une photo ne dit pas tout. Quel rôle joue-t-elle dans ce type de rencontre? Qu'est-ce qu'elle apporte? La photo, l'apparence physique donc, joue un rôle important bien sûr, mais beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu. La voix par exemple, que l'on découvre au premier rendez-vous. Pour beaucoup d'entre nous, la voix est un facteur déterminant. Tout à fait. Même si on ne voit pas la personne tout de suite, c'est important d'entendre sa voix au téléphone. Moi, ce que je me dis en regardant cette photo, c'est plutôt... Il est maquillé, il a emprunté le costume de son père, la photo est retouchée. Les gens ont tendance à se présenter plus beaux qu'ils ne sont. Ce qui fait que, quand on se rencontre pour de bon, c'est parfois la douche froide. On peut être déçu. Est-ce que ça veut dire qu'Internet donne une chance à ceux qu'on n'aurait même pas regardés dans la vraie vie? C'est ce qu'on espérait, mais ça ne se passe pas comme ça, hélas. Il semble bien qu'Internet soit tout aussi injuste que la vraie vie. Peut-être même un peu plus, parce que les informations sont plus limitées. Certaines données sont complètement absentes. Sa démarche, son allure, le son de sa voix, justement. Son odeur? Absolument. C'est important, l'odeur. Sommes-nous chimiquement compatibles? Vous avez dit tout à l'heure qu'en matière de rencontres, les éléments importants sont toujours à peu près les mêmes, que ce soit en ligne ou dans la vraie vie. Ça m'a étonné. Comment marquer le plus de points? Les femmes l'emportent en général grâce à leur physique. Plus une femme est séduisante, meilleures sont ses chances. Pour les hommes, c'est le statut, le revenu. C'est comme ça. Le bon vieux statut social. C'est très conservateur. Oui, c'est décevant, mais ce sont des phénomènes qui ont la vie dure, hélas. Premier bilan. Les signes extérieurs de réussite ont décidément toujours la cote, comme une belle voiture par exemple. Les scientifiques ont constaté qu'en Amérique du Nord, aux États-Unis, les filles adoraient ça. Et chez nous en Europe, nous avons fait le test. Lors de cette petite expérience, Sébastien, notre complice, va tenter sa chance auprès des dames. Son piège à filles, une Ferrari rutilante. Nous allons filmer la scène, à bonne distance évidemment. Salut, pardon de te déranger. Tu connais le quartier? Un peu. Je cherche un endroit où boire un verre. J'ai un peu de temps avant un rendez-vous. Il n'y a qu'à redescendre la rue Ouais. et tu verras sur les quais. Il y a plein de bars et de cafés. C'est très sympa. Tu n'aurais pas envie de m'accompagner? Non, merci. Salut, tu connais le quartier? Ça dépend de ce que tu cherches. Je cherche un endroit où aller boire un pot. J'ai encore quelques heures avant un rendez-vous, mais je ne connais pas la ville. La prochaine à gauche. Ok, tu n'aurais pas envie de m'accompagner? Non, désolé, j'ai pas Non. le temps. Tu connais un endroit sympa pour dîner? Ça te dirait de m'accompagner? Ah non, désolé. J'ai déjà rendez-vous. Oh, dommage. Mais c'est gentil. Ok, ciao. Nous avons visionné ces images avec Patrick Van Veen, comportementaliste néerlandais. Il a une explication à ces tentatives malheureuses. Aux États-Unis, ça pourrait marcher avec la Ferrari, parce que c'est une culture axée sur l'argent, le pouvoir, l'influence. Pour les Américaines, une Ferrari symbolise le statut social. Mais en Allemagne ou en Europe occidentale, ça compte beaucoup moins. Il suggère d'opter pour un autre véhicule au look un peu plus vintage.
Mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Notre candidat serait-il en cause? J'irais bien boire un café, mais une aussi jolie voiture sans jolie femme à bord? Je peux pas, désolé. Je crois que dans l'expérience avec la Ferrari déjà, Sébastien négligeait certains signaux alors qu'il avait ses chances auprès des femmes. Le mouvement des cheveux, leur manière de bouger. Nous parlons souvent de parade rituelle. Mais encore faut-il y réagir immédiatement. Il était trop focalisé sur la voiture. Nous envoyons un autre comédien dans l'arène, Lucas. À lui de faire craquer les filles avec sa petite Fiat 500. Pardon, vous auriez un instant? Je ne veux rien vous vendre, n'ayez pas peur. Non, on n'a pas le temps. Au revoir. Ça vous dirait un petit tour en voiture? Ouais? Je pense que oui. Oui? Génial. Mesdames, si vous voulez bien vous donner la peine. Ouais. J'ai d'abord remarqué la voiture, parce que ce n'est pas un modèle courant. On n'en voit pas tous les jours et elle est très mignonne. Je ne serais pas montée dans une voiture de sport et je pense que ma copine non plus. Je crois que le type nous aurait fait peur. Ça vous dirait une petite balade dans ma Fiat 500? Un petit tour du quartier? On passait par là et tu t'es dit « Ah, pas mal ». Ouais, j'étais là et je me suis dit, si je trouve ce soir une ou deux jolies filles pour papoter, je saute sur l'occasion. Je vous ouvre. Ça n'aurait pas été pareil si j'avais été seule. À deux, on se sent plus en sécurité. Pas besoin de ces voitures, en fait. Il suffit d'y croire, de faire confiance à son physique, à ce qu'on dégage. Et un petit conseil, messieurs. Ce qui plaît vraiment aux femmes, c'est la galanterie. C'est moins cher qu'une voiture et il suffit juste de tenir la porte. La voiture de sport, on peut oublier. La petite citadine rétro, ça marche déjà mieux. Mais qu'on se le dise, mieux vaut ne pas miser là-dessus. Laissez plutôt agir votre charme naturel. Tu serais allé avec lui? Oui, mais sans la voiture. Pourquoi cette technique de drague ne marche pas en Allemagne ou en Europe d'une manière générale? Je crois que ça tient tout simplement au fait qu'en Europe, les femmes apprennent à ne pas monter en voiture avec un inconnu. La voiture est certes un symbole de statut social, mais ce n'est pas le seul. À votre avis, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux? Il y a la tenue, certains accessoires comme les montres par exemple. Mais aujourd'hui, on s'oriente davantage vers des choses comme le style de vie en général. On note vraiment une évolution de ces symboles. Un comportement durable, par exemple, ça plaît beaucoup. Acheter des produits bio est aujourd'hui un signal fort. À propos de montres, je n'en ai pas. Aïe! Restons dans les symboles de statut social. J'ai vu ici, au salon du mariage, certains éléments qui entrent dans cette catégorie, comme des robes de mariée complètement extravagantes et très très chères. En effet, le mariage aujourd'hui tient parfois véritablement de l'événementiel. Voyons un peu ce qui est le plus important ce jour-là. Vous venez? Bien sûr. Allons explorer tout ça. C'est bizarre quand même. Dès qu'on arrive, ça se vide. Vous vendez, vous? Vous ne vous mariez pas, si? Non, mais je peux donner des conseils. Je suis marié depuis 50 ans. Il y aura une voiture? Non. Une Mercedes. La robe a une grande importance pour vous? Vous avez envie de ressembler à une princesse? Une princesse, oui, mais sans trop de tulle ni de tralala. Plutôt sobre et classe.
Il faut compter combien pour la robe? 1500, 2000. D'accord. Monsieur s'étouffe? Non, non, tout est permis. N'écoutez pas. Ce sera cher? Oui, 2 jours avant la cérémonie, on restera chacun de son côté. Je ne la reverrai qu'en robe de mariée. J'imagine que là, je ferai moins le malin. Donc, en résumé, le jour de son mariage, on peut faire l'impasse sur certains symboles de réussite, mais pas question de mégoter sur la robe. Pas de sac de patates. Ça va de soi. Mais plusieurs couples nous l'ont dit. L'ambiance d'un mariage, ça ne s'achète pas. Mais en fait, pourquoi se marie-t-on aujourd'hui? C'est surtout un message social. Il s'agit de signaler aux autres, nous sommes en couple et nous voulons passer le reste de notre vie ensemble. Alors il faut bien faire la fête si l'on veut qu'un maximum de gens soient au courant. Est-ce que l'ambiance du mariage ne serait-elle pas, elle aussi, un symbole de prestige? Dans le sens de statut social, oui, puisque l'ambiance est bonne quand on est entouré de nombreux amis. C'est-à-dire qu'on a un groupe social qui vous reconnaît, vous estime et vous aime. Et tout le monde veut que son mariage soit une fête inoubliable. C'est comme ça. Sans doute, mais est-ce qu'un grand mariage tient plus longtemps? Non, ça ne marche pas comme ça. Certaines études tendent même à prouver le contraire. L'argent dépensé pour un mariage aurait un effet négatif sur la durée et la réussite d'une relation. Mais l'argent est juste un indicateur. Ce n'est pas la raison pour laquelle un mariage ne tient pas. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure c'est lié. D'autres facteurs entrent évidemment en ligne de compte. Que disent les scientifiques sur l'amour heureux qui dure longtemps? Quel est le secret? Quand l'amour dure longtemps, cela tient surtout au fait que les partenaires vont bien ensemble, qu'ils partagent les mêmes intérêts, qu'ils ont des choses en commun. C'est ce qui maintient le couple au-delà du coup de foudre. En tant que scientifique, pensez-vous qu'on peut mesurer les sentiments? Mesurer les sentiments n'est pas si simple, et heureusement. L'humain est certes un être biologique, mais c'est aussi un être social et culturel. Alors les données que nous pouvons fournir, les points de vue scientifiques, n'établissent en aucun cas des certitudes. Ce ne sont que des probabilités. Nos connaissances portent sur des modes de comportement, pas sur des cas particuliers. Merci beaucoup. Merci. Une chose est sûre, quand on vit une relation longue et heureuse, notre bien-être augmente aussi. Autrement dit, l'amour nous fait du bien. Cela tient à une hormone bien particulière appelée ocytocine. Et si l'on utilisait cette hormone dans d'autres situations, pour se sentir mieux? L'ocytocine influence-t-elle vraiment le comportement? En cas de stress, en cas de rencontre, avec ou sans partenaire. Jusqu'à présent, l'ocytocine était considérée comme l'hormone. Du plaisir, De l'amour, du sexe. de la confiance. Quels sont les véritables effets de l'ocytocine? Les chercheurs ont voulu en avoir le cœur net. Test numéro 1. L'ocytocine soulage-t-elle le stress? Markus Heinrichs, psychologue à Fribourg, présente un spray à l'ocytocine à 2 volontaires. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'un d'entre eux se verra administrer un placebo. Le sujet de gauche a droit à un placebo, celui de droite à l'ocytocine. Place à un test de stress qui a fait ses preuves, l'entretien d'embauche. Je suis sûr d'avoir les qualités requises pour travailler comme secouriste. Quelle est votre plus grande qualité? Les expérimentateurs font monter le stress. L'activité m'intéresse et j'aimerais beaucoup l'exercer. Ce n'est pas ce qui nous importe. Vous supportez la contrainte de temps?
Je pense pouvoir gérer. Le calcul mental fait partie du test. Commençons par celui qui a pris de l'ocytocine. 1992, 1900. Stop, reprenez depuis le début. Quel était le premier chiffre déjà? Les expérimentateurs veillent à ne pas relâcher la pression et la situation est stressante pour tous les participants. Passons au sujet qui a reçu le placebo. Comment vivez-vous la critique? Je la prends très au sérieux, si elle est constructive, même si ce n'est pas toujours facile. Celui qui a inhalé le placebo doit lui aussi effectuer de longs calculs. 2006, 2099, non, Reprenez depuis le début. 2006, Le taux de cortisol, l'hormone du stress, est mesuré à partir d'un échantillon de salive. Résultat, le candidat ayant reçu le placebo était plus stressé que celui dont l'inhalateur contenait de l'ocytocine. Deuxième test de résistance au stress. Cette fois-ci, un proche peut réconforter les participants avant l'entretien. Tout ira bien. Après ces encouragements, les participants ont encore droit à une inhalation. Ici, de placebo, là, d'ocytocine. Mais face au stress, les volontaires sont seuls. Êtes-vous arrogant? Un peu, oui. J'aime bien me montrer, échanger. Ce sujet a reçu de l'ocytocine. Que pensez-vous du travail d'équipe? Celui-ci n'a reçu que le placebo. 65. Reprenez depuis le début. Comparons les résultats de ces tests. Soutenu par sa compagne, le sujet est moins stressé qu'en son absence. Mais c'est avec l'ocytocine et sa partenaire qu'il est le moins stressé. Les deux facteurs se complètent. l'ocytocine seule ne fait pas grand-chose, mais elle améliore sensiblement les effets du soutien social. À l'hôpital universitaire de Bonn, le psychiatre René Ourlemann a mis au point un test bien particulier. Tous les participants reçoivent de l'ocytocine. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont bientôt rencontrer une jeune femme très séduisante. Test numéro 3. Les deux volontaires prennent de l'ocytocine. L'un est célibataire, l'autre vit en couple. Question: jusqu'où vont-ils laisser s'approcher la ravissante expérimentatrice qui se présente à eux? Stop. À plusieurs reprises, le volontaire doit déterminer la distance qui lui convient le mieux. C'est ton dernier mot? Tu veux modifier la distance? C'est bien comme ça. 80 hommes ont été soumis à ces tests. Les hommes en couple, comme lui, se comportent-ils autrement que les célibataires? Comme ça. Dernier choix? Oui. Résultat, les célibataires s'approchent davantage de la jeune femme. L'instrument de mesure affiche 54 cm. Le sujet vivant en couple et sous ocytocine garde une plus grande distance, 70 cm. Pourquoi? D'après nous, c'est effectivement lié au fait que cet homme vit en couple. Le taux élevé d'ocytocine le renvoie à sa compagne. La femme qui lui fait face a beau être jolie, il n'est pas vraiment attiré par elle. Donc, l'ocytocine tient les hommes à l'écart d'une belle inconnue. Cette hormone est un soutien en cas de stress, notamment en présence de la compagne. C'est vrai lors des tests, mais aussi dans la vie. Nous pensons que l'ocytocine joue un rôle important pour la fondation d'une famille, c'est-à-dire dans le lien avec les enfants, mais aussi avec le partenaire. Autrement dit, l'ocytocine joue un rôle important dans l'attention qu'on accorde à ses proches. Un spray de la fidélité serait-il utile au quotidien? L'expert préconise des moyens plus simples pour stimuler la production d'ocytocine.
Il y a d'autres solutions comme s'embrasser ou se prendre dans les bras quand on se dit au revoir. Ce sont des mécanismes naturels qui inondent le cerveau d'ocytocine. Pas besoin d'inhalation. L'hormone de l'amour existe-t-elle donc? De là à en faire l'ingrédient principal d'un filtre magique, il n'y a qu'un pas. Mais rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite. Et c'est très bien comme ça. Mais ce qu'on peut mettre en évidence, c'est ce qui se passe physiquement quand nous tombons amoureux, quand nous vivons une liaison heureuse et stable, et lors de la rupture. On peut donc d'une certaine manière mesurer l'amour par le biais des hormones. Mais la science n'explique pas tout, loin de là. Il faut bien que l'amour reste un mystère. Allez, on lui porte un toast? À la tienne. À l'amour. À la prochaine. Salut, et restez amoureux.